man ma ñëw yow nga ree man tamit man ma reetaan man ma ñëw yow nga jooy. Salut à tous, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver pour votre émission Leitmotiv. Aujourd'hui, vous saurez un peu plus sur la vie et le parcours d'un homme qui sans nul doute a marqué sa génération et qui continue d'exceller dans son domaine. Beaucoup connaissent son talent, ses productions qui ont explosé les audiences télé et radio, mais peu savent les moments de galère qu'il a connus pour être aujourd'hui l'un des meilleurs animateurs-producteurs du paysage audiovisuel ivoirien. Salut John. Corinne, comment vas-tu? Bien et toi? Ah, je suis heureux de te revoir. Mais je vois que c'est toujours toute la mignonne. forme, mais toi oui, aussi. Mais que veux-tu? C'est la vie. Ben oui, il faut Il faut bien. la prendre du bon côté. Toujours, tant qu'on est en bonne santé. Merci. Alors, en tout cas, merci d'avoir accepté de partager ton histoire avec nos téléspectateurs. Pour toi, je suis prêt à tout. Oh, c'est trop gentil, ça me va droit au cœur. On a une fraternité, tu sais. Exactement. Elle est sans ambiguïté. Sans faille, c'est clair. Allez, on prend place. Merci. Alors John, pour commencer, d'où te vient le nom de John Jay? Alors, c'est très simple, hein, Corinne. J'ai eu cette appellation, bien contrôlée d'ailleurs, au collège Saint-Jean. En 5e, j'étais déjà une sorte de valeur ajoutée pour l'épanouissement de mon prochain au niveau de l'anglais. Mon prof a donc bien voulu m'attribuer l'appellation Dr. J, qui est le nom d'un grand basketteur. Je ne connais vraiment pas son histoire. Mon vrai nom à l'état civil, c'est Jean-Denis Zaïbo. Comme Jean en anglais, ça veut dire John. Oui. Il dit, bon, comme tu es très fort en anglais, parce que j'arrivais en 5e déjà à traiter des devoirs des élèves de 3e au collège Saint-Jean. Oui. Voilà. Parce Tout que tu simplement aimais ça. parce que j'aimais beaucoup l'anglais. Voilà. Tu n'es plus à présenter à nos téléspectateurs qui Oh, te quel connaissent. Quel honneur, quel honneur. Mais bien sûr, Oh, oh. on irait au fin fond de la Côte d'Ivoire qu'on dirait John Jay, tout le monde dirait mais on le connaît. Je suis sûre que nos téléspectateurs meurent d'impatience de connaître ton histoire. Je te propose qu'on retourne à ta jeunesse. Comment se passe ton enfance, ta scolarité? Alors, j'ouvre une parenthèse, donc après, je la referme. Hein, avec ta permission, je ferai un Give Me a Break pour penser donc à feu mon père et à ma mère. Franchement, je profite de ton émission pour leur dire infiniment merci de m'avoir donné vie, n'est-ce pas, qui a permis qu'il y ait des instants de complicité entre les auditeurs, les téléspectateurs et moi, tout simplement parce que mes parents m'ont donné une bonne éducation. Alors, je suis né à 17 km de Gagnoa. Gagnoa que j'appelle Tahiti, à Petit Paris, l'endroit où se trouvent les plus belles femmes du monde. Waouh. Voilà. Donc, j'ai donc évolué dans une école primaire là-bas. Alors, laisse-moi te raconter une histoire de CP1 jusqu'au CM2. Oui. Je passe donc mon entrée en 6e. Mon père, qui est censé aller prendre les résultats, donc nous on est au village, il était le chef du canton, il revient, monsieur m'engueule pour dire voilà, avec tout l'argent qu'on lui donne ici, il ne vaut rien. Entre-temps, mon grand frère, qui était dans le village voisin, on lui a dit, mais écoute, ton petit frère a eu l'entrée en 6e. Oui. Donc mon grand frère arrive, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, ton gars, il a échoué. Il dit, mais c'est pas possible, moi on vient de me dire qu'il a eu son entrée en 6e. Il est affecté au collège Saint-Jean. Alors, je regarde le vieux, je dis, papa, tu peux me dire exactement sur quelle liste Tu as regardé. tu as regardé? Il dit, oui, mon fils, tu as raison. J'ai demandé à un gars là, il dit, il n'y a pas ton nom. Il dit, mais papa, il faut arrêter. Arrête. Et il n'a pas vérifié. Mais tu n'as rien vérifié. Si tu ne connais pas, c'est toi-même qui as échoué dans ta recherche. Ah, c'est pas mal ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, je me retrouve au collège Saint-Jean, à une école que je n'oublierai pas de sitôt. Toujours à Gagnoa. À Gagnoa, oui. Parce qu'on nous a appris à aimer Dieu et on nous a appris à nous imposer donc une ligne de conduite et à mettre en priorité donc la religion. C'est là-bas que je connais les frères Kess, les frères Paris, et ainsi de suite. Alors, c'est une école catholique. Ouais, c'est une école catholique. C'est un grand cru. En tout cas, les meilleurs élèves de Gagnoa viennent de cette école. Voilà. Donc, je suis resté là-bas de
de la 6e jusqu'en 3e. En 3e, je perds donc mon père qui était tout pour moi. Donc quand je perds mon père, je me retrouve dans une situation très difficile. Parce que c'est vrai que mon vieux, il n'avait pas assez de moyens, mais il faisait tout. C'était un homme de devoir. Donc il faisait tout pour faire face donc à ses obligations par rapport à sa progéniture. Donc il nous donnait le minimum pour qu'on puisse avoir une bonne éducation. Donc du coup, je me retrouve avec un tuteur où j'étais censé, pour pouvoir manger à ma faim, de vendre donc des tabourets, parce que mon tuteur était un menuisier. Il n'avait pas assez d'argent. Il me donnait juste sa maison, mais un endroit où dormir. Il ne pouvait pas subvenir à ta nourriture, à ton quotidien en fait. À mon quotidien. Et c'est dans ce laps de temps que mon grand frère, l'aîné de la famille, arrive donc de France après de brillantes études. Il est donc un cadre dans une société de la place. Et il vient à Gagnoa et il se rend compte des difficultés auxquelles je suis confronté. Et il me dit, bon écoute, reste un peu, et si ça ne va plus, tu vas me rejoindre à Boaké. Je saisis la balle au bambou, parce qu'il a dit, si ça ne va plus. Oui, bien sûr. Bah, ok, donc je vais contribuer à ce que ça n'aille plus. Oui, parce que toi, tu voulais partir. Non, non, j'étais fatigué. J'étais fatigué de souffrir. Et mon corps, à un moment donné, tu sais, quand tu souffres, le corps n'en peut plus. Il n'est plus réceptif même pour quoi que ce soit. Voilà, il n'est plus pour quoi que ce soit. Et puis, bon, moi, je voulais aller à Boaké. Donc, je lui ai donc demandé, j'ai dit, grand frère, donc si ça ne va pas, vraiment, si je te fais appel, c'est sûr que tu puisses me recevoir à Boaké. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ok. Donc, j'ai commencé à griller les cours. Je ne venais plus à l'école. Alors, après la 3e, tu retrouves donc ton grand frère à Boaké et ce sera pour toi un tournant décisif. Raconte-nous ton parcours. Alors, feu mon grand frère, parce qu'il n'est plus de ce monde, fait le choix de me mettre dans une école, d'après lui, très reconnue à Boaké, qui coûte excessivement cher. Voilà. Pour lui, c'était une opportunité pour que je puisse prendre conscience qu'il a tenu parole. L'inconvénient, c'est que moi, je suis un enfant du ghetto, je suis un enfant de pauvre. Et je me retrouve dans une école de fils et filles à papa. Du coup, je suis victime du suivisme. Donc, j'accorde peu d'intérêt donc à mes études et je fais la connaissance de ces fils à papa qui m'introduisent dans leur façon de vivre. C'est vrai que mon grand frère avait les moyens, mais moi, je n'étais pas le fils de mon grand frère. Tout à fait. Je n'étais que le petit frère. Moi, je suis issu d'une famille modeste. Mais eux, ils étaient d'une famille nantie. Donc, eux, ils m'amenaient dans leur milieu un peu. Dans leur milieu qui n'était autre que de griller les cours. Alors, je m'arrangeais avec le chauffeur pour qu'il dise à mon grand frère que non, je venais au cours. Mais c'est après, quand mon grand frère a vu les résultats. Oui, les notes, bien sûr. Voilà, les notes, il s'est rendu compte que... Tu ne suivais pas, en fait. Je ne suivais pas. Il était déçu. Donc, il m'a dit, OK, dans ce cas, vu que tu n'as aucun respect pour moi, et que tu n'as pas tenu compte de tous les efforts que j'ai fournis, bon, je ne peux pas te porter main, mais prends tes clics-clacs, je ne veux plus te voir chez moi. Tu étais quand même dans de bonnes conditions chez ton frère et du jour au lendemain, tu te retrouves comme ça dans la rue. C'est vrai que tu es quelqu'un d'assez débrouillard et tout, mais je pense que ça a quand même dû être un choc pour toi de te retrouver dans cette situation. Oui, c'était difficile. C'était difficile parce que tout ce que j'ai vécu avec ce tuteur à Gagnoa, ce film a commencé à me revenir. Parce que chez mon grand frère, j'avais tout ce qu'il fallait pour que je puisse réussir. Et je n'arrivais pas à prendre les pièces pour les aligner, pour constituer un puzzle, pour essayer de trouver quelques brides de solution à cette équation. Donc je suis responsable. Hein. Oui, tout à fait, parce que quand tu fais ta propre mise en question, c'est toi qui as un peu voulu ça. C'est moi qui... moi, je veux dire que je n'ai pas tenu compte des efforts qui ont été faits pour toi, effectivement. Pour moi. Je n'ai pas saisi cette opportunité. Je veux dire que mon grand frère a tout fait pour que j'aie une bonne éducation, pour que j'aille à l'école, pour que je puisse
être, entre guillemets, un grand type. Ouais. Et tu es resté dans cette situation combien de temps là, Ah, je suis à resté dormir dehors comme ça? 3 mois. 3 mois. Ouais. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors, je me suis dit, je n'ai pas devant, je n'ai pas derrière. Je fais le choix de devenir un enfant. Au début, j'étais un enfant dans la rue, mais j'ai fait le choix de devenir un enfant de la rue. Avec tout avec ce que cela comporte comme danger, comme ça. Donc, parce que c'est une école là-bas. Mais oui, mais parce que tu te retrouves avec rien. D'ailleurs, comment tu as subvenu à tes besoins? Comment tu faisais pour manger? Comment tu faisais pour laver tes habits? Comment tu faisais tout ça? Mais c'est pour ça que dans la rue, on a toujours des protecteurs. Ou soit tu mendies, si tu n'as pas cette force de pouvoir souvenir tes besoins, si tu n'as pas de protecteur, c'est comme une prison à ciel ouvert. Ouais. La rue, c'est comme une prison à ciel ouvert. Je tombe à la rane et je tombe sur le mari de ma grande sœur, qui n'est plus, et qui me voit, qui me demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis non. Il dit, mais tu étais chez ton grand frère? Non, je dis non, je n'y suis plus. Il dit, mais moi, je viens d'être affecté comme douanier. Et ta grande sœur, elle est à San Pedro avec tes nièces. Donc je pense que la seule façon de mettre fin à ta souffrance, il va falloir que tu partes à San Pedro. J'ai connu des hauts et des bas à San Pedro. Et j'ai connu des gens extraordinaires. Je fais la connaissance de Rocky, donc il me dit, écoute, ça tombe bien, je vais te mettre dans mon... Est-ce que ça te dit de travailler dans mon kiosque? J'ai dit, mais c'est pour faire quoi? Alors Rocky, c'était qui? C'était un homme d'affaires? C'était un opérateur économique? Il était agent à la mairie de San Pedro et il était opérateur économique. D'accord. Et lui ne pouvait pas gérer les deux à la fois. Donc il me dit, bon écoute, je veux que tu restes là. Mais au moins, tu sais, c'est un kiosque à café, puis on fait des œufs. Au moins, il faut que tu saches cuire. Faire quelque chose, bien sûr. Donc je dis oui, je dis les omelettes, oui, ça je peux en faire, ça, il n'y a pas de problème. Donc il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire pour marquer la différence entre les autres kiosques, bien sûr. De kiosques. Tout Je à dis, fait. bon, je veux que tu me prennes donc du matériel avec un micro, de sorte que quand Corinne arrive, pendant que je suis en train de faire tes œufs, je pourrais faire un peu d'animation. Un peu d'animation. Je dis bonjour Corinne, et j'avais une voix radiophonique. Donc c'était pas ma façon de cuire les œufs qui faisait, c'était l'accueil. C'était l'accueil. C'était tout ça, voilà. Ouais. Et j'ai fait la connaissance d'un Français. Et il m'a demandé si j'étais intéressé de perfectionner le don que j'ai à moi pour apprendre donc le métier de disjockey. Mais lui, il travaille sur un bateau. Et donc, il m'a amené là-bas. Il avait des platines. Celui qui m'a appris le métier. J'ai appris le métier de disjockey. De disjockey. Tu as continué à travailler un peu au kiosque? Au kiosque. Et je fais la connaissance d'une dame qui avait l'intention de mettre sur pied une boîte de nuit à Daloa. Donc, elle vient me voir pour me dire, est-ce que ça te dit de venir à Daloa pour travailler en tant que disjockey? Donc là, tu vas faire tes premiers pas en tant que DJ à Daloa. À Daloa. Mais les deux premiers jours, je les ai saisis pour démontrer que c'est une petite ville. Et les boîtes de nuit ne sont pas nombreuses. Mais tous ceux qui étaient là ce jour-là se sont rendus compte que quelqu'un venait d'arriver. Parce que tous les disjockeys de la place parlaient que français. Oui. Mais moi, donc toi, tu avais un plus. Et l'anglais. Voilà. Donc, en 2 jours déjà, mon nom a fait le tour de la ville. On dit, il y a quelqu'un dans la ville là. Donc, tout le monde venait là. Le seul souci qui s'est passé, c'est que ma présence a été mal interprétée. Oui, parce que là, tu as commencé à être aimé par tout le monde. Voilà. Tout le monde était content de ton travail parce que tu donnais vraiment de toi. Et justement, ça fait tout le tour de Daloa. De Daloa. Et mon patron, parce que ce n'est pas lui qui m'a amené, les gens sont allés lui dire que j'avais des intentions concernant son épouse. Voilà. Il est venu me voir, il m'a dit, bon, on t'a amené ici, c'est pour travailler. Maintenant, si tu veux me défier, écoute, on va faire le point de ce que tu as déjà fait comme travail, je te donne, je ne veux plus te voir ici. Sans chercher à comprendre. Voilà. Donc là, tu te retrouves encore à la case 0. À case 0. Punaise. La seule chance que j'avais,
c'est que je savais que ma grande sœur avait quitté San Pedro pour revenir à Boaké. Alors donc tu arrives à Boaké et qu'est-ce qui se passe? Alors quand j'arrive à Boaké, je cherche à travailler dans les boîtes de nuit et j'étais payé 5 000 francs par mois. Ah. Mais moi, ce n'était pas le salaire qui m'intéressait. Ouais. Moi, je voulais juste partager ma passion avec les gens. Et puis Donc, te faire une place. une place, voilà. Je me suis fait un nom très rapidement. Voilà. Et c'est de là-bas que j'ai fait la connaissance d'un autre monsieur qui, lui, venait de prendre une boîte de nuit dans l'un des complexes hôteliers de la place. Alors John, nous sommes au début des années 90. Ton aventure avec la radio va connaître un tournant décisif. C'est ton arrivée à Abidjan en tant qu'animateur de la nouvelle radio Fréquence 2. Alors, avant d'arriver à Fréquence 2, donc dans cette boîte-là, mon boss décide de faire une soirée salsa où il fait venir donc une figure emblématique de cette musique qu'on appelle Laba Sossé. Okay. Monsieur Laba Sossé arrive, il estime que les DJ ont un français très limité, donc il veut se faire présenter par un de ses amis qui s'appelle Emmanuel Gorebita, qui était le numéro 2 de Radio Boaké. Ok. Donc, chose que j'accepte. Oui, bien Moi, sûr. je dis, Tu n'y vois pas d'inconvénient. Moi, je ne trouve aucun inconvénient. Mais 24 heures avant la soirée, on fait un test. Et quand on fait le test, quand Emmanuel Gorebita fait son speech, il y a toujours un blanc. On a passé au moins plus de 4 heures de temps. Donc, je leur ai demandé si je pouvais essayer. Donc, moi, je prends le micro. J'ai dit, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de vous présenter Monsieur Laba Sossé. Et je mets la musique. Donc, il n'y a pas eu de blanc. Il n'y a pas eu de blanc. Donc, il me dit, mais tu savais faire ça, puis tu ne nous as pas dit. J'ai dit, non, c'est parce que tu m'as sous-estimé. Ah, oui. Et c'est là que Emmanuel Gorebita me dit, écoute, est-ce que ça te dit de faire de la radio? J'ai dit oui, mais je n'ai aucune formation. Tu n'avais pas encore eu l'occasion en fait. Voilà. Donc il me dit, bon écoute, après cette soirée, je veux que tu viennes me rencontrer à Radio Boaké. Et je vais t'intégrer au niveau de Radio Boaké. Je saisis l'occasion, le temps d'une émission, pour démontrer que ce métier, j'étais vraiment fait pour ce métier. Voilà. Et l'émission que j'ai animée s'appelait donc Master DJ on the Top. Waouh. Voilà comment je me suis fait un nom en une journée, en 2 heures d'émission. Donc tu es arrivé comme ça dans la radio et tu as commencé. Oui. Voilà comment je me fais engager. Comment tu commences tes premiers pas donc mes premiers pas et tu restes combien de temps à cette radio? Alors je suis resté là-bas, j'ai tout appris là-bas. J'ai trouvé les Paul Philippe, les Sikongo Morel. Eux maintenant ils m'ont appris les rudiments de la radio, comment ça fonctionnait, ainsi de suite. Et pendant ce temps, il y avait des noms comme Barthélemy Nabo, comme Yves Zobo Junior, à qui on disait, il y a un gars à Boaké là. Si vous avez la possibilité de l'inviter à vos émissions, n'hésitez surtout pas. Junior animait une émission qu'on appelait Video Star. Oui. Un jour, on m'appelle, on me dit, oui, tu dois participer à une émission de Yves Zobo Junior, qui est donc réalisée par Djadji Jack. Donc j'arrive, Djadji Jack me dit, non, l'intervention, c'est 2 à 3 minutes. Dans mon fort intérieur, je savais ce que je voulais. Bien sûr. Qu'on me donne même 30 secondes. Une opportunité juste. Je m'étais lancé le défi de prouver de quoi j'étais capable. Ouais. Alors après ce test, donc ce passage que Yves Zobo te donne l'occasion donc de faire un test à Fréquence 2, tu cartonnes mais pas possible. Et tu retournes à Boaké et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je me dis qu'il y a une possibilité. Ouais. Il va falloir y croire. J'avais une visibilité claire et précise de ce que je voulais. Ah, ça. Et c'était des défis que je me lançais de façon permanente. Je me dis, ce métier, il est fait pour moi. Il est fait pour moi. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison. Surtout que des portes me sont ouvertes. Il faut les saisir. Mais là maintenant, alors du coup, tu reviens à Boaké, mais ton esprit n'est plus sur Boaké. Ouais. Là, tu veux venir à Abidjan. Oui, je veux venir à Abidjan. Voilà. Mais comment je veux venir à Abidjan? Oui, c'est ça. On m'appelle un jour, on me dit, bon écoute, c'est Junior même qui m'appelle. Il me dit, écoute, est-ce que tu serais intéressé par une aventure parce que M. Ouattara Nyonzié vient de mettre sur pied une radio qu'on appelle Fréquence 2. On a besoin des gens comme toi. Wow. Mais vu l'expérience qu'on a déjà, qu'on connaît de toi,
avec BBC, avec Destination Musique. Ce serait bien que tu viennes faire partie donc de cette génération pour lancer cette FM. Donc c'est comme ça que je me retrouve à Abidjan. Et un autre grand moment d'ailleurs de ta carrière, c'est aussi le jour où Alpha Blondy t'appelle donc pour pouvoir présenter et te propose de présenter sa tournée. Alpha vient me voir, il me dit je veux que tu viennes présenter donc mes concerts en France. Je saisis la perche et je pars en France. Je fais une tournée avec Alpha Blondy. Donc je reviens, mais entre-temps le directeur des ressources humaines a décidé de me virer. Parce que pour lui, j'ai abandonné. Tu as abandonné ton poste. Et je pense que c'est en ce moment que Ouattara Nyosi a compris qu'il ne pouvait pas aller contre la décision d'un de ses collaborateurs. Donc il lui a dit, écoute, j'accepte qu'il soit viré, mais je vais quand même le recevoir. Donc il me reçoit et je lui donne mes raisons. Il me dit, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu n'es plus collaborateur extérieur, mais essaie de penser à un concept d'émission et crois-moi, je vais te soutenir dans cette démarche pour que tu puisses réintégrer Fréquence 2, mais d'une autre façon. Et je fais une émission de 26 minutes. Les 26 minutes, Corinne, me rapportent 4 millions de francs CFA. C'est pas possible. De 50 000 francs, je reviens sur Fréquence 2 pour 26 minutes. C'est-à-dire que, et regarde un peu le fossé, oui, où je fais une émission de Master DJ on the Top de 15h à 18h et je me retrouve avec 26 minutes d'animation avec 4 millions. Non. Je n'ai pas dit par mois, mais j'ai dit par semaine. Terrible. Et donc, je décide de créer ma société pour produire des émissions et de radio et de télé. Pour pouvoir me faire une place donc, sur la première chaîne de la télévision ivoirienne. Tout à fait. Donc, et puis là, être indépendant. Être indépendant, totalement. Voilà. Voilà. Alors John, à cette époque, tu es au sommet de ton art, ton émission radio cartonne, mais quelques temps après, tu fais la rencontre donc d'un homme qui te propose de créer ta télé, et c'est le début d'un cauchemar. Raconte-nous. Voilà. Alors, donc à la télé, je fais une émission qu'on appelle Tout baigne, et ce monsieur... Là, tu avais déjà créé ton entreprise. Oui, j'avais déjà créé mon entreprise. Donc, je faisais mon émission. Et il fait venir le maire, un maire de Washington, j'oublie un peu son nom. Donc, je réalise un superbe reportage qui lui a plu. Donc, il m'invite chez lui. Il me dit, mais est-ce que ça te dit de... combien tu veux que je te donne? Et moi, je dis, grand, moi, mon souhait, c'est de créer une chaîne de télé. Il me dit, bon, prépare un dossier technique et financier et amène-le-moi. Donc je fais appel à des amis, et je lui amène le dossier technique et financier. Il me dit, bon écoute, j'ai des contacts en Italie, on va y aller. C'était un désastre. Parce que quand on est parti, les engagements qu'il a pris avec les Italiens pour acheter donc le groupe de presse pour qu'on puisse créer cette chaîne de télé, il a été incapable de respecter ne serait-ce que les premières étapes de son engagement. Donc on s'est retrouvé dans une situation difficile. Et en plein hiver, on a été viré des maisons qu'on louait puisqu'on n'arrivait pas à payer. Bien sûr, bien sûr. Dans cette situation précaire, alors je fais près de 6 mois. Entre-temps, j'ai un de mes potes qui est là-bas qui s'appelle Moreau. Il apprend qu'il a son ami qui tire le diable par la queue. Donc, il fait tout pour avoir mon numéro de téléphone. Donc il m'a, et puis il me dit, mais écoute, viens frère, moi je suis ici. Il paraît que c'est chaud sur toi. J'ai dit non, je ne tire même pas le diable par la queue, j'embrasse le diable. Aïe, 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 c'est pas possible. Parce que tirer le diable par la queue, c'est comme ça va un peu. Mais moi, j'embrasse le diable tous les jours, tellement c'est dur. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il arrive des fois, je fais une semaine sans manger. Malheureusement, John, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine à tous nos téléspectateurs pour la suite et fin de cette émission qui t'est consacrée. La semaine prochaine dans Leitmotiv. On finit de manger, Corinne. Le gars me fait le tour de toutes les boutiques. Il dit, tu ne peux pas aller comme ça. Tu t'appelles John Jay. Tu as bercé notre enfance. 4 millions que j'ai eu à l'époque. Oui. Après, je plonge. Tu sais combien on me propose? 60 millions de francs CFA. Waouh. Ce n'est pas un hasard. Quand on dit la vie, elle est faite de haut et de bas. Oui.
Ce n'est pas parce que tu traverses des situations difficiles que ta vie est difficile. Et ce n'est pas parce que tu traverses aussi des bons moments que tu crois que tu ne peux pas réussir. Exact. man ma ñëw yow nga ree man tamit man ma ree